Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de l'actualité, plus d'Ulivienne à Kinshasa, le chef de l'État appelle le gouvernement à définir un plan clair de gestion des catastrophes après les inondations meurtrières dans la capitale. À la une également, on nous attribue parfois les conforts que nous n'avons pas à propos du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à la plénière de vendredi dernier. Allons croire, le gouvernement a amputé aux les élus de près de 50% des frais de fonctionnement, entraînant ainsi une rationalisation extrême des dépenses exécutées. À ces sujets, justement, la commission d'intégrité et médiation électorale CIME a procédé à une analyse sans complaisance de la feuille de route du processus électoral 2025-2029 dans le cadre de sa mission de prévenir les conflits liés aux élections. Pour la CIME, c'est aléatoire de planifier l'organisation des élections alors que celles du processus en cours ne sont pas achevées et que les élus de 2023 ne sont ni opérationnels ni pris en charge. Nous irons également au Gabon pour parler de la présidentielle. 920 000 Gabonais étaient face à leur destin ce samedi 12 avril pour choisir leurs nouveaux dirigeants. Parmi les 8 candidats en liste, le chef de la transition, Brice Oligui Nguema. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Télé 50. La question relative à la gestion des catastrophes dues aux pluies diluviennes et autres a été abordée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa communication lors de la 39e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 11 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République appelle le gouvernement à définir un plan clair de gestion des catastrophes après les inondations meurtrières à Kinshasa. Le président de la République a commencé par rappeler sa communication à l'occasion de la 2e réunion extraordinaire du Conseil des ministres tenue le 6 décembre 2024, où il avait attiré l'attention du Conseil sur la recrudescence des catastrophes naturelles dans notre pays, entre autres des inondations meurtrières et des pluies diluviennes. Afin de prévenir toute aggravation de la situation, il avait exhorté le gouvernement à renforcer ses capacités de réponse rapides et efficaces face aux crises humanitaires, en dotant les structures compétentes comme la Caisse des solidarités nationales et des gestions humanitaires de catastrophes des ressources matérielles et financières nécessaires. Récemment, le 4 et 5 avril 2025, les pluies diluviennes ont frappé la ville de Kinshasa et la province du Congo central, provoquant des inondations sévères, de pertes en vies humaines, des déplacements de population, des destructions d'infrastructures vitales, ainsi que de perturbations majeures des circulations, notamment sur la route de l'aéroport de Ndjili et sur la RN1. Au regard des prévisions alarmantes de la Metelsat concernant le mois d'avril et mai 2025, le président de la République a insisté sur l'impérieuse nécessité pour le gouvernement central et les autorités provinciales de Kinshasa de procéder à une évaluation rigoureuse de l'ampleur de récents événements et de prendre sans délai des mesures d'urgence adaptées afin de soulager les populations affectées et de protéger les vies humaines en complément des actions déjà entreprises. Il a par ailleurs engagé la Première ministre avec tout le ministre sectoriel à définir un schéma clair et opérationnel des gestions de catastrophes en vue de prévenir de nouvelles tragédies. De même, le ministre des Finances a été instruit de veiller à la mise à disposition effective de fonds nécessaires au profit de la Caisse de solidarité nationale et des gestions humanitaires de catastrophes afin de lui permettre de remplir pleinement sa mission. Le deuxième point de son côté, le gouverneur de Kinshasa a présenté un rapport sur la situation des récentes inondations causées par des pluies diluviennes qui ont entraîné des pertes en vies humaines et des dommages matériels importants dans la ville. Les membres de la plénière ont salué l'engagement du gouverneur qui est activement impliqué dans la gestion de cette crise. Par ailleurs, la commission d'enquête mise en place lors de la réunion du 8 avril continue d'investiguer pour évaluer l'ampleur des dégâts et proposer des solutions. À l'issue de la plénière de ce vendredi 11 avril 2025, qui était entre autres consacrée à la présentation par M. le gouverneur de la situation globale des récentes inondations
dues aux pluies diluviennes ayant causé des victimes et des dégâts matériels dans la ville de Kinshasa, la plénière a constaté qu'étant donné que le gouverneur de la ville est à pied d'œuvre, d'une part, et la commission d'enquête instituée par la plénière du 8 avril étant elle aussi en plein exercice dans sa mission d'autre part, compte tenu du fait que la ville de Kinshasa est encore sous une pluie diluvienne, la plénière a estimé important de permettre à M. le gouverneur ainsi que la commission d'enquête de travailler sans désemparer. Et cela en toute célérité pour le bien des Quinoises, des Quinois. Et cela sans perdre le temps. À conséquence, nous invitons les Quinoises et Quinois d'éviter les endroits à haut risque car les fortes précipitations s'annoncent encore. Face à la persistance des intempéries, la plénière a souligné l'importance de permettre aux autorités de travailler efficacement. Elle appelle également les habitants de Kinshasa à éviter les zones à risque alors que de nouvelles fortes précipitations sont annoncées dans les jours à venir. Je le disais au sommaire, la gestion financière de l'Assemblée nationale pose problème suite à la diminution de près de 50% de la dotation de la Chambre basse du Parlement par rapport à la législation passée, entraînant ainsi une rationalisation extrême des dépenses exécutées. L'annonce a été faite hier au cours de la plénière sur la présentation du rapport de gestion financière de l'Assemblée nationale. Suivez. Présentant ces rapports aux élus nationaux, la questeur Chimène Polipoli a rappelé que cet exercice des redevabilités se déroule dans un contexte particulier marqué notamment par des contraintes budgétaires consécutives à la guerre d'agression imposée à la RDC par les Rwandais et ses supplétifs du M23 pour l'année 2024. Elle a fait savoir que les prévisions budgétaires de l'Assemblée nationale ont été arrêtées à hauteur de 1,296,3 milliards de francs congolais pour couvrir notamment les rémunérations, les fonctionnements, les investissements et les interventions économiques, sociales, culturelles ainsi que scientifiques. La dotation de notre Chambre a connu une diminution de près de 50% par rapport à celle de la législature passée, entraînant une rationalisation extrême des dépenses exécutées. Toutefois, malgré ces contraintes à la fois sécuritaires, budgétaires, politiques et sociales, les bureaux de l'Assemblée nationale qui dirige le professeur Vital Kamerhe a fait preuve d'ingéniosité et de rigueur dans la gestion des ressources mises à sa disposition, dont les déficits par rapport aux besoins réels a imposé des arbitrages. De son côté, le speaker de la Chambre basse du Parlement a salué cette démarche en parlant d'un sens élevé des devoirs et un attachement ferme aux principes de redevabilité et de transparence. Nous arrivons, le budget, une réduction de 60,37%. Et en s'est compris les rémunérations, c'est les émoluments des députés. Bien avant la présentation de ces rapports, la plénière a auditionné et approuvé les rapports de la commission spéciale chargée d'examiner les résolutions de la Cour des comptes et a accordé un délai supplémentaire à la commission d'aménagement du territoire et nouvelles technologies de l'information et de la communication pour continuer l'examen de la loi sur l'aménagement du territoire tel que demandé par le président de la République, Félix Tshisekedi. Dans l'actualité également, la commission d'intégrité et médiation électorale CIME affirme avoir suivi avec intérêt la publication par les présidents de la commission électorale nationale indépendante de la feuille de route du processus électoral 2025-2029 dans le cadre de sa mission de prévenir les conflits liés aux élections. Elle a à cet effet procédé à une analyse sans complaisance mais également sans passion de cet outil de planification électorale. Pour la CIME, c'est aléatoire de planifier l'organisation des élections alors que celles du processus en cours ne sont pas achevées et que les élus de 2023 ne sont ni opérationnels ni pris en charge. Suivez cet extrait choisi par Dickens Kabouya. La commission d'intégrité et médiation électorale CIME a suivi avec intérêt
la publication par le président de la Commission électorale nationale indépendante de la feuille de route du processus électoral 2025-2029. Dans le cadre de sa mission de prévenir les conflits liés aux élections, la CIME a procédé à une analyse sans complaisance mais également sans passion de cet outil de planification électorale. De cette analyse, il ressort les éléments ci-après. La publication de la feuille de route du processus électoral 2025-2029 est un rappel fort du mode de conquête du pouvoir démocratique tel que consigné dans le pacte républicain de Sun City, repris dans la Constitution de la République. N'ayant pas prévu un quelconque référendum constitutionnel, la feuille de route publiée par la CENI met un terme au débat sur la révision ou le changement de la Constitution qui a pollué l'environnement politique au pays depuis 2024. La feuille de route de la CENI est également un appel à toutes les parties prenantes au processus électoral à prendre leurs responsabilités à main sans attendre la dernière minute au risque de tomber dans la précipitation. 4. La feuille de route indique également le chemin à suivre pour éviter tout glissement, suggérant de ce fait que si celui-ci s'imposait un jour, il ne sera jamais du fait de la CENI. La feuille de route propose une nette amélioration du temps consacré à l'opération d'actualisation du fichier électoral, eu égard au délai prévu entre les tests pilotes et l'adoption de la loi sur la répartition des sièges. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a procédé à l'inauguration du centre rénové des corrections des examens d'État dans les installations de l'Inspection générale de l'enseignement à Kinshasa. C'est dans le but de fiabiliser et accélérer le processus de correction des copies des examens d'État. Ce bâtiment réhabilité décrit par ses utilisateurs comme le cœur des principales opérations sensibles en lien avec l'examen d'État s'est vu en plus doté d'équipements dernier cri, dont des ordinateurs équipés d'un tout nouveau logiciel de traitement des items qui permettra de raccourcir le délai des corrections et permettant par la même occasion une publication plus rapide des résultats des examens d'État. Snot Manager, le logiciel en question, est une solution numérique innovante développée par les ministères de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté conçue pour simplifier, accélérer et fiabiliser le processus de correction automatique de l'examen d'État. Il intègre notamment l'intelligence artificielle dans le traitement des cahiers d'items à corriger. Ce logiciel arrive 18 ans après le dernier système informatique dédié à la correction. Concrètement, cet outil informatique équipé de l'intelligence artificielle réduit sensiblement le recours à l'homme, réduisant par la même occasion les risques d'erreurs liées aux facteurs humains, a martelé le conseiller en sécurité informatique du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Le nouveau logiciel que nous venons de mettre en place, l'inspiration est venue de son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, qui nous a instruit déjà depuis l'année dernière de travailler d'arrache-pied pour nous rassurer. La correction se passe dans de meilleures conditions, chose que nous avons faite l'année dernière. En présence de l'inspecteur général de l'enseignement et en compagnie du vice-ministre de l'Éducation, Jean-Pierre Kezamoudrou, la ministre d'État et sa suite ont effectué la ronde des installations affectées à l'examen d'État et l'inspecteur lui a présenté tour à tour les différentes innovations apportées à ces installations, notamment le nouveau logiciel de correction. C'est une première. Avant, on avait beaucoup plus de chargés de histoires en rapport avec l'administration tout simplement. Mais avec son avènement, nous sommes allés jusqu'au niveau de l'intelligence artificielle pour que nous puissions gagner du temps. Toute une équipe d'informaticiens a été formée. Cette réhabilitation s'inscrit dans la vision de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, de moderniser le service de son ministère en ayant notamment recours aux nouvelles technologies.
Effort des guerres, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a remis ce samedi au vice-premier ministre, Guy Kabongo, le premier lot d'offrandes et autres biens en nature collectés par les confessions religieuses du pays. Plus de détails dans ces reportages signés Dikens Kabouya. C'est au nom du commandant suprême de l'armée et de la police, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabongo Mwanzanvita, a réceptionné officiellement à titre symbolique des mains du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, les premiers lots d'offrandes et autres biens en nature collectés par les églises de la ville de Kinshasa en faveur des forces armées de la République et des Wazalendo. C'est le cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui a servi de cadre à cette cérémonie solennelle en présence des représentants des églises et les membres de la commission ad hoc mise en place pour la collecte de ces offrandes et autres biens en nature. Nous sommes venus répondre à cet appel pour soutenir, tant soit peu, les FARDC et nos amis de la zone de Wazalendo. Donc c'est avec tout le cœur que nous avons fait. Après avoir circonscrit l'essence de ces gestes en faveur des voyants militaires et Wazalendo, le ministre d'État, en sa qualité de tutelle des églises et confessions religieuses, n'a pas tardé à dévoiler l'enveloppe et les biens mobilisés. Il s'agit de plus de 72 000 $ américains et plus de 100 millions de francs congolais, y compris plusieurs tonnes de vivres. Après la réception de ces premiers lots d'offrandes, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a remercié de vive voix le représentant des églises et son collègue Constant Moutamba pour ses gestes d'encouragement au FARDC et les Wazalendo. Je vous remercie très sincèrement pour ce geste qui va aller directement à nos forces armées et à nos vaillants volontaires pour la défense de la patrie. Constant Moutamba a fait savoir que ces gestes viennent réconforter les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première ministre Judith Suminwa pour mettre fin à cette guerre d'agression barbare. À Kinshasa, la session ordinaire 2025 de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature se poursuit à la Cour des cassations. Réforme, bilan du pouvoir judiciaire, protection sociale des magistrats et justice transitionnelle, autant des sujets abordés par les membres de cette haute instance dans un climat studié. Après 4 jours de travaux en plénière, vendredi, les magistrats poursuivent les échanges en commission. À la Cour des cassations, les travaux de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, session ordinaire 2025, se poursuivent dans un climat de concentration et de responsabilité. Après la validation des mandats des participants, les membres se sont penchés sur le rapport global du CSM 2022-2025, un document stratégique qui dresse le bilan du pouvoir judiciaire. Les délégations de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, ressort par ressort, ont ensuite présenté leur rapport synthèse, révélant les réalités locales. Autre moment fort, c'est l'intervention du FONAREV sur la justice transitionnelle et la nécessité de restaurer le droit des victimes. Les services spécialisés comme l'inspectorat des services judiciaires et pénitentiaires et les services de documentation ont également présenté leur bilan d'activité. Un débat général a suivi, nourrissant les réflexions sur une meilleure coordination et une gestion plus efficiente de la justice. Le président du CSM, Dieudonné Kamuleta, a appelé à l'engagement de tous. Nous sommes disponibles. Il faudrait vraiment que la qualité soit de ligne pour les travaux que nous avons faits. Ces travaux de l'Assemblée générale ordinaire du CSM connaissent la participation des invités des institutions publiques et privées et des partenaires techniques et financiers. Délégués de la présidence de la République, du ministère de la Justice, des l'UE, pas RJD, des syndicats des magistrats, question de mettre fin au corporatisme dont certaines mauvaises langues véhiculent à tort pour nuire à l'indépendance du pouvoir judiciaire. À l'heure actuelle, les travaux se poursuivent désormais en commission avant le retour en plénière pour l'adoption des recommandations finales. À l'issue de ces assises, le Conseil supérieur de la magistrature devra poser les bases d'un pouvoir judiciaire plus crédible, plus efficace et résolument tourné vers les attentes judiciables.
Au premier trimestre de l'année 2025, les finances publiques de la République démocratique du Congo ont enregistré des performances notables, notamment en matière de mobilisation des recettes, une efficacité de la Direction générale des impôts DGI et de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation DGRAD. Sur des prévisions initiales estimées à 5,244,7 milliards de francs congolais, les recettes effectivement collectées se sont élevées à 5,723,35 milliards de francs congolais, soit un taux de 109%. Cette performance traduit l'efficacité des régies financières, en particulier la Direction générale des impôts, DGI, et la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, DGRAD. Mérite de félicitations pour leur dynamisme et leur engagement. Ces résultats sont également le fruit de la vision et du pilotage rigoureux du ministre des Finances Doudou Fwamba, dont les efforts constants pour améliorer la gouvernance budgétaire, renforcer la discipline fiscale et optimiser la mobilisation des recettes internes portent des fruits tangibles. Cependant, ces bons résultats en matière de recettes contrastent avec une forte pression sur les dépenses publiques. Les dépenses initialement prévues à 5,829,166 milliards de francs congolais ont atteint 7,360,420 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 126%. Ce dépassement est largement attribuable aux impératifs sécuritaires, notamment les opérations militaires en cours dans l'est du pays qui continuent de requérir des ressources conséquentes. Les déficits budgétaires initialement projetés à 584,466 milliards de francs congolais, soit environ 208 millions de dollars à 1,637,384 milliards de francs congolais en raison de ces dépenses exceptionnelles. Contrairement à certaines affirmations inexactes relayées dans les médias, ces déficits n'est pas de 49 millions de dollars. Il est important de souligner que ce déficit a été entièrement financé de manière saine grâce à une marge de trésorerie disponible et à l'émission maîtrisée des obligations du Trésor sous la supervision du ministre des Finances. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste résolument engagé dans la consolidation de la stabilité macroéconomique et le renforcement de la transparence budgétaire. Sous son leadership, les efforts en matière de mobilisation des recettes doivent être poursuivis tout en assurant un encadrement rigoureux des dépenses, notamment celles liées aux situations exceptionnelles. Cette rigueur est essentielle pour maintenir l'équilibre budgétaire et garantir la mise en œuvre effective des priorités nationales. Depuis le Palais du Peuple à Kinshasa, les élus et notables de la Tchouapa, membres de l'Union sacrée de la Nation, ont fait une déclaration saluant la nomination de Maître Guy Luandomboyo au présidium de cette plateforme. Par ces gestes, ils expriment leur gratitude au président Félix Tshisekedi et réaffirment leur attachement à sa vision d'unité et de développement et engagement à mobiliser la Tchouapa derrière les idéaux de paix, de justice et de progrès portés par l'Union sacrée. Nous, honorables députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux et notables de la province de la Tchouapa, unis et solidaires dans la loyauté à la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, nous nous levons d'une seule voix, portée par une fierté collective, pour saluer la brillante désignation de Maître Guy Luandomboyo, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, en qualité de membre du Présidium de l'Union sacrée de la Nation. Cette nomination, loin d'être un honneur personnel, est une victoire partagée par toute la province de la Tchouapa. Elle symbolise la reconnaissance d'un fils dévoué, mais surtout l'émergence d'une Tchouapa forte, unie et désormais pleinement inscrite dans la dynamique nationale de l'Union sacrée sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous, forces vives, représentants et notables de la Tchouapa, saluons ces choix judicieux qui témoignent d'un attachement profond du chef de l'État à notre province et à son peuple. Nous affirmons que cette nomination est aussi le fruit
d'une mobilisation collective, d'une cohésion retrouvée et d'un engagement patriotique qui caractérise aujourd'hui la Tchouapa. Nous nous souvenons avec gratitude qu'aux élections de décembre 2023, le peuple de la Tchouapa a massivement accordé sa confiance à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec plus de 90% de suffrages, illustrant la maturité politique et l'unité d'une province décidée à jouer son rôle dans la reconstruction nationale. Le Parti social et démocratie pour le peuple se félicite du bon déroulement des consultations initiées par le chef de l'État. Cependant, pour la formation du prochain gouvernement d'union nationale, le SDP sollicite au président de la République la représentation de 70% de la jeunesse et dit non à la stratégie de poids politique. Le SDP remercie le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir initié les consultations politiques afin de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Le SDP félicite de manière très particulière le professeur Kashmir Eberande pour la conduite avec sagesse et intelligence de ces consultations politiques. Il est important que toutes les forces politiques, donc parlementaires, non parlementaires, opposition, majorité et société civile, se rangent derrière le chef de l'État pour la formation d'un gouvernement de combat. Le SDP rejette en bloc la stratégie du poids politique que certains regroupements ou partis politiques de l'Union sacrée cherchent à exploiter comme condition nécessaire et suffisante des répartitions de postes pour la formation du gouvernement. Et SDP met à témoin la communauté nationale qu'internationale du refus catégorique de certains opposants à participer aux consultations politiques. Il considère à cet effet que ces opposants sont des ennemis de la paix, de la sécurité et du social de notre peuple, car étant en collaboration avec l'ennemi. Le SDP sollicite auprès du président de la République que 70% des postes au sein du gouvernement soient confiés à la jeunesse de 30 à 50 ans, car c'est la jeunesse qui est envoyée au front pour combattre l'ennemi et devrait aussi être considérée au niveau des postes de responsabilité. En santé, la clinique Oasis des Vies organise une campagne pour la chirurgie des différentes pathologies de l'œil, entre autres la cataracte, le glaucome, les décollements, rétine, trous maculaires et la vitromie. Les consultations se font à partir du 14 avril au 12 mai 2025. Avec des matériels adéquats, la clinique Oasis de Vie se préoccupe de la santé des Congolais, une mission pour le bien-être. De ce fait, le problème ophtalmologique ont désormais une solution, notamment de par cette campagne pour la chirurgie des différentes pathologies de l'œil, entre autres la cataracte, le glaucome, les décollements de la rétine, trous maculaires et la vitrectomie, assurée par le Dr Arti Richard, spécialiste de la pathologie qui est de la nationalité hongroise. Alors la phacoémulsification, c'est une méthode de chirurgie moderne pour la cataracte. Par la phacoémulsification, nous allons émulsifier le noyau de cristallin avec des ultrasons. Le grand avantage de cette méthode, c'est que nous allons faire sur l'œil des petites incisions tunnelisées et après avoir travaillé, aspiré le cristallin, nous allons pouvoir laisser l'œil sans suture avec très peu d'astigmatisme. Et à la place du cristallin ancien qui était malade, nous allons poser un cristallin artificiel qui va maintenant jouer le rôle de la lunette intérieure dans l'œil. Les consultations se font à $10 à partir du 14 avril au 12 mai 2025 et les chirurgies sont prévues du 13 mai au 17 mai 2025. La clinique Oasis de Vie aux adresses 6050 avenue Kabomba, quartier Ndolo,
Bon Marché, commune de Barumbu, et 876 avenue Justice, commune de Gombe, à l'immeuble Rosemall. Lancement à Lubumbashi de la 22e édition de la semaine du message du Graal. Le thème principal de cette année est l'accomplissement de la promesse du Fils de Dieu, Jésus sur l'avenue du Fils de l'homme. Quand et comment, durant cette semaine d'intenses activités, il est prévu des conférences et expositions du livre du message du Graal, a annoncé Donatien Ambo, chargé des diffusions du cercle dans la conférence de presse tenue ce samedi. Pour faire découvrir et expliquer à la population de la ville de Lubumbashi ce que le message du Graal d'Abdou-Rouchine, le Cercle du Graal organise la 22e édition de la Semaine du Graal. Durant 7 jours, du 12 au 18 avril 2025, qui coïncide cette année avec le 150e anniversaire de naissance d'Abdou-Rouchine, auteur du livre Dans la lumière de la vérité. Plusieurs activités parmi lesquelles les conférences et les expositions du livre du message du Graal sont prévues dans différents quartiers de la ville. La richesse morale, éducative, scientifique et spirituelle du contenu du message du Graal mérite d'être connue de chaque être humain vivant sur terre. Le thème principal pour cette année est l'accomplissement de la promesse du Fils de Dieu Jésus sur la venue du Fils de l'homme, quand et comment. Pour Donatien Mbo, tous les événements majeurs dans la création des phénomènes naturels à la venue promise du Fils de l'homme sont précédés des signes avertisseurs. Il souligne l'importance d'être attentif à ces signes pour prendre les précautions nécessaires. Réveillons-nous dès aujourd'hui. Remettons en cause et soumettons notre foi actuelle à un examen profond. Ayons le sens de discernement face aux différents signes pour se ressaisir et changer d'orientation, quitter les mauvais chemins. Le cercle du message du Graal de Lubumbashi est situé au 211 de l'avenue Mounois, quartier Golfe Météo, dans la commune de Lubumbashi. Rendons-nous à présent au Gabon avant de se quitter. 920 000 électeurs étaient ce samedi 12 avril devant les urnes pour choisir leur prochain président. Au total, 8 candidats sont en lice, dont le chef de la transition Brice Oligui Nguema. La participation est l'un des principaux enjeux de ces élections. On revient sur l'élément de la journée. Ce samedi 12 avril, les Gabonais sont appelés aux urnes dans un contexte inédit, moins de 2 ans après le coup d'État militaire qui a mis fin au régime d'Ali Bongo. Ce renversement avait suivi une élection présidentielle entachée de nombreuses irrégularités et fortement contestée. Parmi les 8 prétendants à la magistrature suprême, le général Brice Oligui Nguema, actuel président de la transition, figure parmi les favoris. Il fait face à plusieurs personnalités politiques d'envergure, notamment l'ancien premier ministre Alain-Claude Billy Bainté. Chacun a mené sa campagne selon ses moyens, dans l'espoir de convaincre un électorat encore marqué par le bouleversement récent. L'un des défis majeurs de cette élection reste la participation citoyenne. D'après le premier votant, ont commencé à affluer dès l'ouverture de bureaux de vote formant de longues files d'attente. L'un des défis majeurs de cette élection reste la participation des citoyennes, puisque les premiers votants ont déjà commencé à affluer de l'ouverture de bureaux de vote, formant ainsi de longues files d'attente. Malgré une faible affluence lors du retrait de cartes électeurs, cela ne devrait pas entraver le processus électoral. En effet, la législation gabonaise permet aux électeurs de récupérer leur carte le jour même ou de voter en présentant un document d'identité, à condition d'être inscrit sur les listes électorales. Alors que le pays s'engage dans un tournant décisif, beaucoup y voient une opportunité de refondation politique. L'issue du vote pourrait bien redéfinir l'avenir du Gabon et consolider sa stabilité institutionnelle. Place au rappel des titres à présent. Pluie diluvienne à Kinshasa, le chef de l'État appelle le gouvernement à définir un plan clair de gestion des catastrophes après les inondations meurtrières dans la capitale. On nous attribue parfois les conforts que nous n'avons pas. Propos du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à la plénière de vendredi dernier. Allons croire, le gouvernement a amputé les élus de près de 50% des frais de fonctionnement, entraînant ainsi une rationalisation extrême des dépenses exécutées.
À ces sujets, justement, la Commission d'intégrité et médiation électorale CIME a procédé à une analyse sans complaisance de la feuille de route du processus électoral 2025-2029. Dans le cadre de sa mission de prévenir les conflits liés aux élections, pour la CIME, c'est aléatoire de planifier l'organisation des élections alors que celles du processus en cours ne sont pas achevées et que les élus de 2023 ne sont ni opérationnels ni pris en charge. Présidentielle au Gabon, 920 000 Gabonais étaient face à leur destin ce samedi 12 avril pour choisir les nouveaux dirigeants. Parmi les 8 candidats en lice figure le chef de la transition, Brice Oligui Nguema. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd et sur YouTube Banambuka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Unico Cash.